Alors vous le saviez tous, vous le savez tous, sauf si vous étiez coupé du monde ce week-end. Donc César Luis Menotti s'est éteint ce dimanche à l'âge de 85 ans. Ah, si ça s'affiche pas, ça marche pas, voilà. À l'âge de 85 ans, il avait été hospitalisé fin mars pour une anémie et une phlébite. Et son état, forcément, son état inquiété depuis plusieurs semaines, ne faisait qu'empirer. Donc voilà, l'inévitable, le terrible est arrivé. Et donc forcément, sa mort laisse un vide. Forcément, elle marque aussi, surtout, le départ d'un autre, comment dirais-je, d'une autre pierre philosophale, d'un autre pilier du football argentin, en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle, après Diego Armando Maradona. Et donc forcément, j'ai décidé de bousculer un petit peu ce qui était prévu au programme pour revenir en quelques points sur ce qu'était Menotti, parce que certains d'entre vous le connaissent probablement son parcours, d'autres peut-être pas. Et c'est important dans ces moments-là d'essayer de montrer pourquoi les hommages déjà sont si nombreux, pourquoi tout le monde relaye cette nouvelle-là, pourquoi c'est si important, entre guillemets, dans l'histoire du football argentin, mais pas que, vous allez voir pourquoi. Et donc on va essayer d'aborder, alors on va pas pouvoir faire tous les éléments de la carrière de Menotti, parce que sinon l'émission elle va durer 7h28, je le disais tout à l'heure, et c'est pas l'idée, mais on va essayer donc de revenir en quelques points sur ce qu'il était et surtout de voir ce qu'il a apporté au football argentin et pas que. Vous verrez que c'est vraiment pas que. Juste pour planter le décor, donc une personnalité hors norme, on ne peut pas faire autrement que de lui rendre hommage, on est d'accord Renaud. Les années 70 ont pris cher cette année, exactement, Beckenbauer, Gigi Riva, Menotti, ouais, exactement. Après, les années 70, Alessandro, je suis bien placé pour en parler, ça commence à approcher des 50 ans quand même, pour certaines années. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, on va essayer de revenir un petit peu. On va juste planter un petit peu le décor. On va rappeler que César Luis Menotti est né à Rosario en 1938. Alors, soit le 22 octobre, soit le 5 novembre. Officiellement le 5 novembre, officieusement le 22 octobre. Je vous renvoie vers l'interview qu'il avait donnée au Graphico et que l'on a traduite pour Lucarne Opposé, que j'ai ressorti parce qu'on l'avait traduite il y a 8 ou 9 ans de cela. Donc je l'ai ressorti aujourd'hui pour que vous puissiez avoir un petit peu plus enfin voilà, puissiez avoir la parole de Menotti. Il a été joueur, le Flaco Menotti, surnommé le Flaco, si vous ne savez pas, ça veut dire le maigre, parce que tout simplement il était grand et fin. Vous voyez sur cette image du Graphico, il a été joueur, il a joué à Rosario Central notamment. C'est son club de cœur, c'est le club de la famille Menotti, très clairement. Donc c'était c'était le passage obligé. Ça me rappelle que Bilardo, lui non plus, n'est pas au top. Non, Carlos Bilardo est atteint d'une maladie neurodégénérative et ça va pas fort. Je me souviens qu'à l'époque où Diego nous a quittés, ils ont fait en sorte de ne pas lui annoncer. Donc je sais pas s'ils lui ont dit depuis. Mais je sais qu'à ce moment-là, parce qu'il allait déjà pas très fort. Donc non, c'est toute cette génération-là, ça va pas très fort. Et on parle de génération parce que, et on parlera de Bilardo forcément tout à l'heure, mais Menotti est né en 38. Donc je vous disais, soit 22 octobre, soit 5 novembre, c'est juste une histoire que son père était pas là le jour où il est venu au monde et il est arrivé trop tard pour l'enregistrer, donc il a décidé de l'enregistrer au 5 novembre. Bon bref, Bilardo est de mars 1938, donc c'est vraiment où je crois à peu près par là. Donc en tout cas, il est de 38, c'est la même année. Donc je le disais, il a été joueur, Menotti, milieu de terrain. Il a joué à Rosario Central, son club de cœur. Donc il a joué aussi à Racing, il a joué à Boca. Il a même joué à Santos à l'époque de Pelé. Et donc, il s'est très rapidement quand même reconverti entraîneur puisqu'il a vécu sa première, sa première expérience d'entraîneur de manière assez rigolote à Newell's, l'ennemi absolu de Central. Je vous renvoie vers l'interview comme ça, l'entretien comme ça, vous pourrez comprendre tous ces éléments-là. Il en parle, il explique pourquoi il est de Central, il explique pourquoi il est allé il n'est pas senti comme étant un traître pour aller lorsqu'il a débuté comme entraîneur adjoint à Newell's. Je vous laisserai découvrir tout cela. Mais justement, il débute comme entraîneur, comme assistant à Newell's, et en 1971, vous avez deviné, quand il n'a que 33 ans, il arrive à Huracan, et Huracan, je l'ai vu passer, Pierre en a parlé dans le chat, c'est notre premier point sur lequel on va s'arrêter, le fameux Huracan de 1973, un entretien long et passionnant. Ouais, non, il est vraiment à lire, alors je dis pas ça parce qu'on l'a traduit, mais c'est vrai que voilà, si on l'a traduit, c'est parce qu'il est indispensable aussi. Et donc voilà, on va parler de cet Huracan de 1973. Pareil, on va essayer
J'essaye d'entrer dans le détail, mais pas trop, parce que sinon, je vous dis, l'émission n'a plus de fin. On avait fait, je crois, une émission de 4 heures ou 5 heures sur Diego, et on pourrait faire pareil sur Menotti, tant il y a de choses à dire. Mais c'est important, on est sur une séquence hommage. Je pense que je mettrai en place des... Il va y avoir des choses autour de Menotti, de l'écrit, de la vidéo. Je réfléchis à des formats. Donc il y aura pas mal de choses parce que c'est quand même un monstre qui nous a quittés. Et donc, je le disais, Menotti n'a que 33 ans quand il arrive à la tête du Globo et il construit une équipe. Il prend le temps, il a le temps de construire une équipe avec, parfois, il va chercher à l'époque, parfois des joueurs totalement méconnus. Et le cas le plus symbolique, le plus symbolique, c'est René Ousmane. Alors, ça ne vous parlera peut-être pas à vous qui êtes plus jeune. Bon, moi, je ne l'ai pas vu jouer non plus, mais voilà, quand on s'intéresse au football argentin, on sait qui est René Ousmane. René Ousmane, il va le chercher à l'époque, en 1973. Il a 20 ans, ce garçon, et il n'a juste jamais joué en première division. Il joue en troisième division à Defensores de Belgrano. Et c'est Menotti qui va le chercher, donc en troisième division. Et ce garçon, il a des caractéristiques très particulières. Il est petit, 1,65 m, c'est un ailier qui passe son temps à dribbler. On disait qu'il était capable de dribbler le vent. Cette phrase est absolument incroyable. Je vous laisse imaginer à qui ça peut laisser penser. Et en fait, il s'inscrit dans ce Huracan-là. Il faut planter le décor aussi dans cette époque-là. Huracan n'a juste jamais rien gagné à l'histoire depuis que le football argentin est professionnel. Donc ça fait plus de 50 ans qu'Huracan n'a rien gagné. Ils ont gagné des titres à l'époque amateur, mais là, c'est rien du tout. Et donc, il s'appuie sur ce genre de joueurs. Il a un mélange de joueurs avec ces jeunes-là et d'autres types de joueurs qui sont déjà au club. Je pense à Coco Basile, que l'on connaît. Il a été sélectionneur de la sélection argentine plus tard. Bref, il met en place cette équipe et surtout, il met en place une idée claire. Dans une époque où c'est pas franchement le truc, le but du jeu, c'est d'avoir le ballon, c'est de combiner, de trianguler, de construire des actions rapides et tout. Et soit de construire des actions rapides à base de triangulation, soit de savoir être patient. En gros, de savoir contrôler le rythme d'un match et entre guillemets d'étouffer l'adversaire. Ça vous fait penser à quelqu'un, mais on en parlera plus tard. Et c'est véritablement une révolution parce que, si vous ne le savez pas, le football des années 60-70 en Argentine, c'est pas un football de poète, c'est un football d'une violence inouïe, un petit peu à l'image des sociétés. D'ailleurs, un jour, il faudrait peut-être s'amuser à faire un parallèle entre la façon dont on joue au foot et les climats sociaux des époques. Mais en tout cas, en Argentine, le football argentin des années 60-70 est extrêmement violent. Le début des années 70, c'est Estudiantes. On va en reparler parce que vous allez voir, parce que vous savez peut-être qui est présent du côté d'Estudiantes et ce que représente Estudiantes. C'est celui d'Independiente. Pour paraphraser un petit peu des termes de Menotti, le football des années 70 en Argentine, c'est l'époque de la triche et des mesquineries. Voilà. Et lui, son Huracan, doit juste savoir jouer au football. Savoir être bon, savoir bien jouer. Mais le problème, c'est que le truc, c'est que ça marche. Et Huracan, lorsqu'il aborde ce tournoi, le Metropolitano 1973, juste pour rappeler qu'à l'époque, il y a 2 tournois en Argentine. Un tournoi qu'on appelle le Metropolitano, qui généralement occupe la première moitié de l'année, le premier semestre, et qui n'est ouvert qu'aux équipes affiliées officiellement à la fédération. Et le deuxième, qui s'appelle le Torneo Nacional, qui lui est ouvert à des équipes qui sont affiliées de manière indirecte, qui se qualifient via des championnats plus régionaux, via des ligues régionales. Bref, c'est des tournois longs quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est que son Huracan massacre à peu près tout le monde. Il y a des équipes qui prennent de sacrés cartons. Et pour vous donner une idée à quel point le Globo domine outrageusement ce tournoi de Metropolitano 1973, c'est qu'ils sont premiers sur 31 des 32 journées. Et ils sont sacrés à 2 journées de la fin. Pas connu le Globo de 73. El Flaco, je l'ai découvert au Mondial 78. Ouais, je peux comprendre, Isanoé. Je peux comprendre. Ousmane, un dribbleur incroyable. Exactement. Faudra que j'en parle un petit peu de ces joueurs-là. Faut que je trouve des formats pour parler de certains joueurs de ces époques-là, parce qu'ils sont forcément méconnus encore plus chez nous, et ça peut être hyper intéressant. Bref, je le disais, Ousmane et la bande de Menotti, voilà cette équipe d'Huracan de 1973. Et bien cette équipe d'Huracan de 1973, elle est donc tout simplement championne. Elle est sacrée championne. Vous voyez un extrait du graphico de l'époque qui s'affiche. Champion à 2 journées de la fin, devant Boca. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est aussi... Alors, il y a la façon de jouer,
il y a un certain football qui est mis en avant. On n'avait pas vraiment vu ça avant, mais c'est surtout le premier titre d'une équipe qui n'appartient pas aux 5 grands dans l'histoire sur un tournoi long. Il y a eu des titres avant pour Central et pour Newell's, mais sur des tournois plus courts. Là, c'est sur un tournoi long, 32 journées. Et c'est surtout, à l'époque, et ça va le rester très longtemps, l'unique titre professionnel d'Huracan. En fait, ça change à la Copa. Enfin, le deuxième titre d'Huracan, le deuxième titre professionnel d'Huracan, c'est la Copa Argentina 2014, 41 ans plus tard. Donc voilà, c'est l'unique titre d'Huracan pendant du XXe siècle chez les pros, tout simplement. Et donc, je le disais, c'est le triomphe d'une autre manière de jouer. Il montre à cette époque-là que l'on peut jouer. On est dans un football, je le disais, violent. On revoyait les épisodes d'Intercontinental avec Estudiantes notamment. On en a déjà parlé. Revoyez les épisodes avec Independiente, les triches en Copa Libertadores. Voilà. Bref, il y avait des équipes qui avaient montré un petit peu une façon qu'on pouvait jouer au football et triompher. Je pense à la Chacarita en 69. J'en avais parlé dans un magazine. Mais bref, cet Huracan-là apporte un vent de fraîcheur. Un vent de nouveauté. Il y a un côté révolutionnaire à sa façon de jouer. Il n'y a pas vraiment de lendemain, on va pas se mentir à cette Huracan-là. Personne ne va suivre ce chemin-là à ce moment-là. Cette équipe-là, mine de rien, elle a quand même un héritier à Huracan. C'est celui de ce que l'on a appelé les Anges de Kappa en 2009. Pareil, emmené par un garçon qui n'était pas vraiment 10, qui était un peu 9,5 plutôt à l'époque. Un garçon qui s'appelait Javier Pastore. Vous savez, un autre Flaco. Bref. Et qui a perdu ce titre de 2009 parce que, je vous disais, Huracan, beau jeu, Menotti, beau jeu, pour lutter contre les tricheries et les mesquineries, voilà, les Anges de Kappa qui étaient dans le même esprit s'étaient fait voler par Vélez lors de la dernière journée avec un but absolument pas valable qui a donné le titre à Vélez. Voilà. Bref, c'est le premier fait de gloire de Menotti, très clairement. Il se fait un nom véritablement là. Et pourquoi ça ne dure pas aussi? C'est parce qu'il va quitter Huracan. Et il va être chargé de reconstruire l'Argentine. La sélection argentine était à la dérive totale. Depuis plusieurs années, 66 avait chuté, et la sélection argentine, un petit peu dans le climat de l'époque, Menotti le disait lui-même, c'était plus vraiment... comment dirais-je, c'était plus vraiment un honneur d'aller représenter la sélection argentine à cette époque-là. Bref, on va donc aborder son cycle à la sélection. Non, c'est sûr que le Huracan de 2015 n'a rien à voir. Non, ça c'est clair. Ouais, la 74, la fameuse sélection fantôme du Trinch. Exactement, il y a un article là-dessus. Non, il y a un temps additionnel là-dessus. Avec la sélection fantôme qui va préparer un match en altitude et qui va faire un camp pendant plus d'un mois sur les hauteurs de l'Argentine, de la Bolivie, enfin dans des conditions incroyables. Je vous mettrai le lien. Merci de m'avoir fait penser Watt RT pour cela, la sélection fantôme, et ça servira à rien puisqu'ils ne joueront il y en a quasiment aucun qui jouera le match face à la Bolivie. C'était pour préparer un match d'éliminatoire. Bref, mais l'Argentine est vraiment à la dérive. Le processus des sélections est vraiment à la dérive, et donc Menotti est nommé avec pour une mission véritablement 1978 et la Coupe du Monde que l'Argentine va avoir à organiser. L'organisation, on va planter un petit peu le décor de tout cela parce que c'est là où il y a une autre dimension qui va arriver. L'organisation de la Coupe du Monde est donnée à l'Argentine avant le coup d'État. On va essayer de rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé. Non, il n'y était pas allé, El Trinch. Il avait joué contre eux. Et voilà. Bref. On va partir sur l'Argentine de 78. On va rappeler donc le contexte. On est au début des années 70. C'est celui du terrorisme d'État. Il y a eu des massacres avec des exécutions de militants de gauche sous la dictature, de la révolution argentine. Il y a un semblant de démocratie qui semble s'installer avec le retour de Perón de son exil. Ça ne dure pas vraiment. Il y a plusieurs mouvements politiques et sociaux qui font que tout s'effondre après la mort notamment de Perón. Il y a une véritable décomposition sociale, économique et politique, qui est un petit peu fomentée par les libéraux et qui vont aussi servir à justifier ce coup d'État. Il y a des organismes paramilitaires qui sont un petit peu partout. Et on pense par exemple à la AAA, qui est l'Alliance anticommuniste argentine, qui organise le massacre des Ezeiza en 1973. On est dans un climat très très lourd, on sent que ça bascule.
qu'il y a une démocratie qui est en train de basculer. Et voilà. Donc on sent que tout cela, ça se passe. Voilà, ça va basculer. Et finalement, comme ça a été dit, alors on en avait parlé sur Hello, je remettrai le lien aussi, parce qu'on avait l'entretien et les réactions de Ricardo Gota, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Fuimos Campeones, qui est vraiment un livre qui retrace la campagne de 78, pardon. Voilà, le coup d'État n'a pas été une grande surprise. On savait que ça allait arriver à n'importe quel moment. On sentait que ça allait arriver. Et donc, la dictature arrive et elle se retrouve à devoir gérer cet héritage qui est l'organisation de la Coupe du Monde 1978. Particulier pourquoi? Parce que ça va diriger les regards du monde vers son pays. Bon, ça a été un peu un casse-tête, on va pas entrer dans le détail. Est-ce qu'on va l'organiser ou pas? Il y a eu plusieurs éléments pour et ou contre. Videla n'était pas trop pour au départ, mais bon, finalement, ils organisent ça. D'ailleurs, si vous regardez le logo de la Coupe du Monde 1978, si vous vous en souvenez, c'est un ballon de foot avec deux bras qui font ça, et ça, ce sont les bras de Perón. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, il y a des messages un petit peu cachés partout, mais c'est pas trop ça qui est le problème de la dictature, c'est qu'il va falloir gérer un autre homme, César Luis Menotti. Parce que Menotti, lui, c'est un homme très à gauche, mais vraiment très à gauche. Son père était péroniste, vous l'avez probablement vu si vous avez lu l'interview, la maison était parfois prise pour cible quand il était gamin. Lui a été péroniste, a quitté le mouvement quand il a vu ce que c'était en train de devenir, il est devenu membre du Parti communiste. Donc, vous imaginez que quand on est sur une dictature telle que la dictature s'est installée, telle que la dictature argentine, il n'était pas bon être trop communiste. Et pourtant, Menotti reste à la tête. Il pense à partir à ce moment-là, mais il est maintenu à la tête de la sélection. Et en gros, l'idée c'est que l'idée de la junte à l'époque, c'était de se dire, bah Menotti va être entre guillemets, je vais le dire comme ça, l'opium du peuple. Hein, il va permettre de détourner les regards. Et voilà. Il avait envisagé, hein, je l'ai dit, de quitter le poste. Il accepte ce mariage et il le dit lui-même. Hein, il le dit lui-même parce que on lui a dit il vaut mieux lutter de l'intérieur que d'être à l'extérieur. Donc voilà, ouais, c'était un péroniste Evita plutôt que Perón. Exactement, Alessandro. Exactement. Bref, donc lui, il savait concrètement ce qui se passait. Hein, il le savait parce qu'il allait aux réunions entre guillemets, des résistants communistes et tout. Donc il savait ce qui se passait. Il a dit plus tard qu'il savait pas vraiment, qu'il pouvait pas imaginer que ça allait jusqu'au vol de la mort. Hein. Je rappelle pour ceux qui savent pas ce qu'étaient les vols de la mort, c'était que les opposants, ils étaient mis dans des avions et ils étaient balancés dans le Rio de la Plata, hein, tout simplement. Ils connaissaient l'histoire des Aparecidos. Voilà, il y avait un contexte donc de répression et d'oppression très très fort. Et lui, en fait, il s'est dit, je vais lutter au sein de ma sélection par la façon d'être de ma sélection. Alors, il y a plein d'histoires, hein. On ne va pas toutes les évoquer. Il y a même une histoire que, rappelant, et Menotti l'a expliqué dans un documentaire, justement sur cette époque-là, où il explique qu'il a caché une résistante qui allait, avant qu'elle parte en exil, en Europe. Donc voilà. Le pape François disait un peu la même chose que lui en tant qu'évêque de la Buenos Aires, je crois, lutter de l'intérieur. En fait, ouais, c'est ce que lui ont conseillé d'autres membres du Parti communiste de rester au poste pour voilà. Donc il a résisté à sa manière. Il a résisté à sa manière sur le terrain parce que il a gardé son image de révolutionnaire de gauche. Il a continué d'écouter. Ça, c'est Huracan, c'est pas la bonne chose. Il a gardé cette image même dans le style de révolutionnaire de gauche, continuer d'écouter de la musique, de faire venir des gens sur des concerts, des gens qui étaient très à gauche, pour donner des concerts devant la sélection et devant la junte notamment. Et c'est ce que nous dit Gota, hein, Ricardo Gota, que sa résistance passait par le terrain, que le jeu était offensif et surtout reposait sur une notion, et voilà, la notion de liberté. Et c'est très important de saisir cela parce qu'il y a beaucoup de messages cachés, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette Coupe du Monde 78, il y a beaucoup de messages cachés. Je vous renvoie vers l'histoire des poteaux noirs du Monumental, la bande noire au pied des poteaux. On l'a su bien après que c'était un message envoyé par les jardiniers de soutien envers tous ceux qui étaient torturés et tués par la junte. Personne ne le savait à l'époque, hein. La junte pensait que c'était le classique parce qu'ils n'étaient pas très foot non plus. Bref, le fait est que
il fallait que cette équipe représente le peuple, apporte aussi rayon de liberté au peuple. Et forcément, son Argentine, elle est quand même assez redoutable. Il avait une Argentine, parce qu'elle est quand même très dévaluée, hein, l'équipe de 78. Il avait quand même une équipe qui était très solide à chaque poste, qui jouait un football très offensif. Et surtout, et c'est ça qui avait changé à l'époque, parce que après 66, parce qu'il y a toujours eu ce côté on veut faire comme l'Europe, son équipe avait un ADN très argentin. Menotti, vous l'avez peut-être vu dans l'interview, vous avez peut-être vu des éléments qui ont été présentés sur Menotti, est très attaché à l'ADN, à l'identité d'un pays. Il vante absolument le Brésil de Pelé, le Brésil de 70 notamment, et il est très très rude envers le Brésil qui a oublié son identité, par exemple. Donc voilà, donc il y avait quand même une équipe qui était quand même très 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 solide. Fillol dans les buts, qui était un énorme gardien. Passarella était un très très grand défenseur. Et puis il y avait bon, des joueurs offensifs comme Ardiles par exemple. On va pas entrer dans le détail de la sélection parce que je vais perdre la moitié des gens. Mais il y avait surtout un joueur exceptionnel qui s'appelait Mario Kempes. Et qui était donc un petit peu le maître à jouer de cette équipe-là. Et sur le banc, Ousmane était sur le banc, par exemple, le fameux René Ousmane. Bref, c'était une équipe très dévaluée, mais très très forte, qui a donc décroché le titre, le premier titre argentin. Il y a des polémiques, on va pas entrer là-dessus, on sait tous, le Argentine-Pérou, j'ai déjà écrit là-dessus, il y a déjà eu des choses là-dessus, donc je vais vous renvoyer là-dessus. Mais le fait est que cette idée de jeu qui a triomphé avec Huracan, cet esprit de liberté, et essayer de retrouver un petit peu l'identité footballistique argentine, ce jeu fait de liberté et un petit peu touchant à l'art, hein, parce qu'on sait qu'il y avait des liens aussi très forts entre le tango et le football, par exemple. Bref, il fait passer ce message-là. En coulisses, il protège ses joueurs, hein, il les fait vivre véritablement dans une bulle. Ils ne sont jamais associés à la dictature. Les militaires sont interdits d'avoir le moindre contact avec les joueurs. Donc il n'y avait absolument aucune relation entre les deux. Ça a été reproché hein, par certains joueurs derrière, mais le fait est que, voilà, il a véritablement protégé ses joueurs d'une réutilisation politique. Il n'y en a eu pas beaucoup derrière. Et forcément, au milieu de tout ça, parce que l'Argentine est championne du monde, et au milieu de tout ça, il y a un autre rayon de soleil qui arrive à la fin des années 70. Vous voyez ce dont je veux parler, je pense, et parce qu'il faut en parler quand on parle de Menotti, c'est Diego. Parce que Diego n'est pas à cette Coupe du Monde 1970. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qui ont été dites sur la relation entre Diego Maradona et Menotti, comme quoi les deux s'entendaient pas, etc., etc. Ils ont eu une période de trouble, ils ont eu une période où ils ont été fâchés, on va y revenir dans un instant, c'est à l'époque Bilardo. C'est à l'époque où Bilardo est à la tête de la sélection argentine. Menotti au départ a dit qu'il n'avait pas trop regretté, vous l'avez vu peut-être dans l'interview qui date de 2014, qu'il n'avait pas franchement regretté son choix puisqu'au final il est champion, et en fait il avait très peur pour Diego parce que Diego en 78 il est encore tout jeune. Je rappelle que Menotti est l'homme qui a lancé Diego en sélection argentine alors que Diego n'avait que 16 ans et 4 mois, et donc Diego a 18 ans en 78 et il a même pas 18 ans au moment de la Coupe du Monde d'ailleurs. Et il était donc très jeune et il avait peur, Menotti, que voilà, cette chose-là lui échappe et que Diego devienne un mauvais symbole. Ça, c'est ce qu'il avait dit à une époque. Ensuite, il a quand même reconnu que, bon, il a merdé, il aurait dû l'emmener. Le fait est que il estimait ce Diego-là. Ils étaient voilà, très proches, entre guillemets, l'un de l'autre. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'il fait de Diego son pilier de la Coupe du Monde, 79, U20, que l'Argentine gagne. Il va le retrouver à Barcelone en 83 quand il va prendre la tête de Barça, mais dès 79, il veut envoyer Diego à Barcelone parce qu'il a déjà été approché en 78-79 par le Barça pour rejoindre le club, et c'est Grondona qui bloque le transfert de Diego à Barcelone. Diego va aller, vous le savez, à Boca, et ensuite il ira à Barcelone, mais bon, il va y avoir un moment, un temps suspendu avant que ces deux-là se retrouvent. Et d'ailleurs, Menotti a travaillé 6 ans avec Diego Maradona. Et d'ailleurs, pour vous montrer, hein, parce que je sais il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la relation entre Menotti et Diego. Diego avait déclaré en 2017 que le meilleur entraîneur qu'il a jamais eu en sélection, c'est César Luis Menotti. Et voilà. Et tout ça pour dire que, donc, il a marqué cette époque-là
à l'échelle locale avec Huracan, à l'échelle nationale avec une Argentine qui produisait un jeu qu'elle n'avait jamais produit jusqu'ici, dans une période où c'est vraiment très très rude, où tout est vraiment très dur, et il fait souffler, entre guillemets, ce vent de liberté. Bon, on va pas s'enflammer, hein, ils se sont pas sentis libres très longtemps, hein, les Argentins à l'époque, mais quand même. Euh, et quand Menotti est revenu ensuite à la tête des sélections argentines, puisque vous le savez peut-être, en 2019, il a été nommé directeur des sélections par Chiqui Tapia. D'ailleurs, Diego, à ce moment-là, s'en était plus que félicité, hein, puisqu'il avait dit d'ailleurs, il est le... comment il avait dit? Il avait dit, si El Flaco est fort, alors le football argentin le sera aussi. Et le football argentin était fort. C'est Menotti qui a proposé de continuer avec Scaloni en 2019, à peine nommé, hein, donc d'initier le cycle Copa América 2021 et Coupe du Monde 2022. Vous voyez ce que ça a donné derrière. Et donc voilà, donc son influence sur le football de sélection argentine est important. Et notez le parallèle quand même, je le disais, en 78, il redonne un ADN argentin à sa sélection avec une équipe qui sait mélanger, entre guillemets, la lutte et l'ultra-technicité de ses joueurs. C'est exactement ce qu'a fait Scaloni avec la sélection de 2022. Bref, c'est... Voilà, tout ça pour dire qu'il y a cette filiation qui est clairement assumée et qui est assez évidente. Alors, on évoque forcément Menotti, on est obligé, si on évoque Menotti, on est obligé, comment dirais-je, d'évoquer Diego, mais on est aussi obligé d'évoquer Bilardo parce que on va aller au-delà d'une lutte entre deux sélectionneurs, les deux premiers sélectionneurs champions du monde, mais on va aussi aller sur quelque chose qui a vraiment dépassé le cadre du football, puisque c'est devenu limite une opposition philosophique comme il y en a rarement, hein, quand même dans le football, et comme on en voit rarement dans certains pays. Alors, je vous avais évoqué le parcours de joueur et le Huracan de Menotti, qui tranche à une époque où le football en Argentine est un sport de combat. Un football froid, clinique, qui n'hésite pas à jouer avec les lois, qui n'hésite pas à tricher, qui n'hésite pas à être masquin. Donc, le football d'Estudiantes des années 70, dirigé par Osvaldo Zubeldia, et dont le relais sur le terrain et futur assistant et futur héritier s'nomme Carlos Bilardo. Vous avez donc deux types de football qui vont s'affronter. Vous avez le football comment dirais-je, mesquin, le football froid, clinique, et le football romantique, Bilardo contre Menotti. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est assez amusant quand même, parce que vous allez voir que leur histoire est quand même très très liée, c'est que quand il arrive à Huracan au début de l'année 72, fin d'année 71 au début de l'année 72, Menotti, il succède au duo Zubeldia-Bilardo, qui était à Huracan. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous le savez tous, Bilardo a succédé à Menotti en 83. Et donc, vous le savez, Bilardo va emmener l'Argentine vers le deuxième titre mondial, celui de 86, avec une équipe qui est plus aimée peut-être que celle de 78, même probablement plus aimée que 78. Alors, on va pas essayer de donner des raisons, elles sont multiples, et puis c'est pas le débat. Mais donc, vous voyez qu'on a deux styles de football, mais surtout, on a deux types de pensée. Et c'est ça où ça devient important, et c'est là où ça déborde, c'est qu'on quitte très vite le cadre du football, on devient sur une opposition quasiment morale entre les deux, et la guerre va éclater très très vite. En fait, elle éclate très très vite. Je dis ça, en fait, on ne sait pas vraiment quand elle démarre. On sait que les deux se sont affrontés très peu en tant que joueurs. Là, vous avez une image où à l'époque où Menotti à droite, vous comprenez le surnom El Flaco, vous voyez à quel point il est grand et lancé. Sur la droite, et Bilardo est à gauche à l'époque d'un Estudiantes Boca, je crois que c'est en 65 cette image. Mais ils ne se sont pas vraiment affrontés. Et en fait, je le disais, il y a une histoire d'identité qui est en jeu, d'identité, la lutte de l'Argentine, de son côté romantique, artistique, voilà, et le côté un petit peu européanisation, froid, plus clinique, qui s'affrontent. On est sur cette guerre. Pour vous donner une idée, à l'époque, le football argentin, l'ADN argentin, la façon de jouer argentine avait un nom. Ils appelaient ça, cette façon de jouer, ils appelaient ça le nôtre, notre façon de jouer. Donc voilà. Donc c'est une guerre qui éclate par médias interposés, qui ont bien joué pour bien mettre le feu aux poudres à chaque fois. Vous aviez, pour schématiser un petit peu, vous aviez d'un côté, vous aviez Clarín qui était plus pour Menotti. Et vous avez de l'autre côté des personnes comme Victor Hugo Morales,
la fameuse voix de la Coupe du Monde 86, qui était plus pro-Bilardo. Et justement, on évoque Victor Hugo Morales, c'est cette guerre qui va créer le fameux Barrilete Cosmico de Diego quand il marque ce but face aux Anglais. Barrilete Cosmico, le cerf-volant traduit cerf-volant cosmique. Eh bien, sachez que cette phrase n'est pas une inspiration de Victor Hugo Morales sur l'instant, n'est pas une espèce d'envolée en transe de Victor Hugo Morales après le but de Diego face aux Anglais. Non, elle vise directement Menotti, parce que c'est lui qui a créé cette notion de cerf-volant pour Diego. Il l'a créé lors d'une interview qu'il a donnée en se rendant à la Coupe du Monde au Mexique. Il est interviewé par un journaliste qui est avec lui dans l'avion, qui le tanne un petit peu, et au bout d'un moment, Menotti lui dit allez, c'est bon, vas-y, on va parler, fais ton interview et tout. Et l'interview est publiée le 25 mai, soit presque un mois avant ce match-là, et donc Menotti explique que pour lui, Diego est devenu un cerf-volant, et donc en gros, il essaye de parler du fait que depuis 84, il progresse plus trop, et il est un petit peu baladé du point de vue émotionnel, il sait pas trop comment jouer dans cette équipe d'Argentine, il vise clairement Bilardo, on va pas se mentir. Et donc, c'est lui qui crée cette histoire du cerf-volant cosmique. Alors, si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus, instant publicité, ça coûte pas de mal, tout est là-dedans. Dans 22 juin 86, voilà. Il est question de cette histoire. Menotti est très présent, forcément. La guerre Menotti-Bilardo est présente. L'histoire du Barrilete Cosmico est présente là-dedans. C'est dans la boutique de Lucarne Opposée, n'hésitez pas. Vous voyez l'épaisseur, ça, vous aurez de la lecture. Mais voilà, tout est là-dedans. Et bref, voilà. Alors, c'est lui qui a créé clairement le cerf-volant cosmique. Mais au-delà de ça, je le disais, donc cette lutte entre ces deux hommes a coupé l'Argentine en deux pendant 20, 30 ans, enfin depuis 86, l'Argentine était coupée en deux. Ça a un petit peu changé, ça s'est adouci entre guillemets une fois que Bielsa est apparu, mais à une époque, c'était pas compliqué, dès qu'un entraîneur arrivait, il fallait le classer, soit bilardiste, soit ménotiste. C'est exactement ça, Waterté. Il fallait choisir son camp. Concrètement, et ça a un petit peu bougé les lignes avec Bielsa, pas trop avec Bielsa, plus avec ses héritiers qui sont extrêmement nombreux, qui ont inondé depuis le football argentin et qui sont dans des entre-deux. Et pendant très longtemps, on est devenu qui était le nouveau Bielsa ou qui était l'héritier de Bielsa. Et ça a encore un petit peu changé, notamment avec Gachardo, parce qu'il n'appartient à aucun camp. Il y avait un mélange de Bielsa et de Sabella. Sabella, c'était pas non plus Bilardo. Enfin, c'est compliqué. Vous voyez, les lignes ont bougé un petit peu, mais pendant une bonne vingtaine d'années, cette histoire, cette lutte Bilardo-Menotti est devenue, je le disais, une lutte morale qui opposait deux camps. Et en gros, concrètement, c'était deux visions du monde. Celle où tout est permis pour pouvoir avancer, face à celle où non, il y a la beauté du geste, entre guillemets. Et merci Nirai pour le follow. Et donc, ça a véritablement coupé l'Argentine pendant 2 décennies, et ça continue, on continue de l'évoquer un petit peu, mais il n'y a plus cette guerre ménotiste-bélardiste, déjà, parce que les deux sont très âgés, il y en a un qui vient de nous quitter, il y en a un autre qui n'est pas forcément dans les meilleures des conditions. Moi, quel est mon camp en fait, tu vois, je pense que c'est générationnel. Je pense que si tu demandes à ceux qui ont grandi dans cette Argentine-là des années 70-80, moi, je suis pas argentin, donc je peux pas te le dire, mais qui l'ont vécu au quotidien, ils ont forcément un camp, je pense, entre les deux. Donc voilà. Mais donc, du coup, se pose une question. Maintenant que Menotti nous a quittés, nous a laissés, va se poser cette question de l'héritage. Et c'est compliqué de parler d'héritage de Menotti quand on parle de cette philosophie-là, de cette manière d'aborder les choses, surtout qu'on voit que depuis, d'autres se le sont aussi appropriés et tous n'ont pas forcément salué Menotti. D'ailleurs, dans l'interview que vous avez vue sur le site aujourd'hui, accordé au Graphico, il explique que lui ne laissera aucun héritage, que personne ne porte cet héritage-là pour une seule raison, et à cause ou grâce, parce qu'il ne le dit pas de manière négative, une seule personne qui s'appelle Pep Guardiola. Alors c'est important parce que c'est peut-être là que se situe l'héritage de Menotti. Ça paraît bizarre dit ainsi, mais tout est peut-être là. Alors, il explique, je vais le citer parce que c'est important, Guardiola était un ouragan dévastateur, il a balayé toutes les tricheries, tous les mensonges, il les a détruits, il les a anéantis de telle sorte qu'aujourd'hui, même les Italiens veulent avoir le ballon et jouer. Guardiola a réussi ce que le Brésil de 70 n'a pas pu faire. Cet ouragan est devenu une brise encourageante en Argentine, mais aussi dans d'autres pays, dans tous les pays, sauf le Brésil, qui joue de moins en moins bien. Et Guardiola, donc, je le disais, pourrait être
son plus brillant héritier. Les deux hommes ont discuté à plusieurs reprises, sont très proches. Guardiola voue une admiration sans faille. Là, vous voyez une photo qui a été prise d'un repas qu'ils ont organisé. Ils ont passé 4 repas ensemble. On sait tous qu'avant de devenir entraîneur, quand il se posait la question de savoir comment il allait pouvoir devenir entraîneur, ce qu'il allait devenir entraîneur, pardon, Guardiola est allé rencontrer Bielsa. D'ailleurs, petite anecdote, s'il est allé rencontrer Bielsa, c'est parce que Gabriel Batistuta, qu'il a croisé à la Roma, il me semble, lui avait dit, si un jour tu veux devenir entraîneur, il faut que tu parles avec Bielsa. Et il est allé voir aussi Menotti parce que Jorge Valdano et André Capa lui avaient dit, si tu veux devenir entraîneur, va voir Menotti. Bref, il avait été voir les deux. Et les deux avaient une relation très très proche. On va pas parler de filiation ou de relation père-fils, mais plus de relation un petit peu mentor et disciple, même si on sait que c'est un petit peu connoté, un petit peu exagéré de dire ça parce qu'on n'a pas forcément qu'un seul mentor. Mais en tout cas, il y a une admiration réciproque. Menotti disait que personne ne lui a posé autant de questions que Guardiola, que c'était une mitrailleuse. Alors qu'il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, il savait déjà tout. Et la réciproque, je le disais, était valable. Guardiola a même envisagé, quand je le disais, Menotti a été interné à l'hôpital fin mars, et Guardiola avait envisagé de se rendre en Argentine pour dîner une nouvelle fois avec lui. Ça ne s'est pas fait. Et je vous laisse, on va clore cette partie héritage là-dessus, sur ce qu'a déclaré Guardiola à l'annonce du décès de Menotti, et je vais vous le lire, tant qu'à faire. J'éprouve une grande tristesse à l'idée que quelqu'un avec qui j'ai partagé pas moins de 30 heures de merveilleuses conversations au cours des 4 fois où j'ai visité l'Argentine soit parti. Pour moi, c'était un génie grâce à ses idées, c'était le plus grand séducteur du football argentin. L'écouter, c'était une conférence. César était tout, l'esprit, l'éducation, l'intelligence. Il faisait de la poésie avec ses mots et était toujours fidèle à ses convictions. Le style n'est pas négociable, disait-il toujours. Lors de ma dernière visite à Buenos Aires en mars 2018, nous avons eu encore un merveilleux et long et amusant dîner, avec toutes les nuances footballistiques qui me passionnent. Je voulais simplement l'écouter. Il y a très peu de gens qui vous donnent tellement dans la vie qu'ils ne s'en vont jamais. Voilà, l'héritage est sans doute là, la plus belle phrase est sans doute là aussi, donnée par Guardiola. Et n'oubliez pas que le fameux La Pelota no se mancha, qui est aussi associé à Diego, est aussi un héritage de Menotti, qui disait « on ne triche pas avec le ballon ». Voilà comment on peut refermer ce dossier sur César Luis Menotti. C'était important d'en parler. Je le disais, il va y avoir toute une série, il va y avoir une série d'articles, il va y avoir aussi d'autres formats. Je vais réfléchir à différents formats parce que il faut que les gens puissent mesurer, ceux qui ne savent pas, ceux qui savent aussi, ça leur fera plaisir de redécouvrir ça. Mais ceux qui ne connaissent pas tout ce qu'il y a derrière Menotti, qui ne peuvent pas le mesurer et que j'ai à peine effleuré, vous voyez, sur 40 minutes là. Donc voilà, ceux qui ne savent pas forcément ou ne connaissent pas ou ne mesurent pas, il faut qu'on puisse faire ça. Menotti, c'est le beau football, on ne peut pas ne pas aimer. Je pense que même les billardistes sont fans de Menotti. Tu sais, Menotti disait que la guerre Bilardo-Menotti, enfin cette guerre-là, c'était de la connerie. Donc c'est voilà. Mais oui, clairement, oui, c'est un monument exactement, Renaud. Mais voilà, donc il y aura toute une série, voilà. Mais il était important pour moi de faire un dossier spécial sur Menotti, d'insister un petit peu pour que voilà, d'en parler à chaud aussi, parce que vous voyez, ça s'est fait en 24 heures. Voilà, on a essayé d'aller assez vite, mais c'était important d'en parler.